C'est toutes et à toutes, première vidéo sur la chaîne, donc un petit peu stressé évidemment, mais c'est pour vous parler de mon avis sur le film Avengers Endgame, sorti mercredi, qui est la suite directe de Avengers Infinity War, sorti quasiment un an auparavant. Donc il y aura trois parties. Il y aura la première partie où je vous dévoilerai l'avis général du film, que j'en ai eu. La deuxième partie, c'est la comparaison avec Infinity War, parce qu'il y en a. Et la troisième, c'est une partie du pur spoil, c'est-à-dire que je vais un peu vous dévoiler scène par scène ce qui s'est passé. Et mon ressenti, ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé, s'il y a eu du chipotage ou pas. Et par contre, excusez si je mets pas toutes les scènes dans l'ordre, j'ai pas été revoir le film, donc j'ai un peu oublié l'ordre du film. Mais en règle générale, je me suis à peu près de tout. Donc pour commencer la partie no spoil de la vie personnelle que j'ai, je dirais que ce film est juste un pur chef-d'œuvre qui conclut pour moi parfaitement bien le MCU actuel, donc depuis 2008 Iron Man, soit 22 films et 11 ans de MCU au cinéma avec leur propre timeline. Et pour moi, les frères Russo ont largement fait le taf, c'est ouf. Mais ce film là, ça fait un an que je l'attendais, j'ai pas été déçu. Donc si je dois juste vous conseiller un truc, c'est foncez le voir. Pour partie 2, pardon, je vais vous dire mon ressenti par rapport à Infinity War, qui est aussi pour moi mon sens qui est juste un chef-d'œuvre aussi. Infinity War, pour moi les deux films se collent assez bien et juste parfait. Les deux films sont vraiment la suite et c'est vraiment deux tons différents. Dans Infinity War, c'était plus ce côté spectaculaire et enjeu et peut-être Thanos qui a été mis en avant. Tout ce qui est combat, Thanos, son histoire, pourquoi il fait ça, nanana. Et franchement, dans Endgame, c'est quasiment l'inverse. On voit un Thanos plus effacé dans l'histoire et où du côté spectaculaire du truc, on mise plus sur la nostalgie et l'émotion. Parce que oui, dans Endgame, c'est un foutoir génial de références et aux anciens films et aux fans. C'est vraiment pour les fans. Je sais que je vous dis, ouais, vu que c'est pour les fans, c'est forcément pas compréhensible. Mais c'est le cas, genre pour comprendre Endgame, il faut avoir vu le film avant, c'est obligatoire, il n'y a pas de négociation. Ou alors voir Infinity War, mais bon, je pense pas que vous réussirez peut-être à comprendre en moins que les deux l'enjeu du film. Bref, pour comparer les deux, je le disais tout à l'heure, Infinity War est plus côté spectaculaire, plus baston, effets spéciaux, la mort, la bataille, nanana. Alors que à l'inverse, Endgame joue plus sur les émotions. Quand j'étais voir Endgame, Infinity War, pardon, j'étais les yeux éblouis par tout ce qui se passait à l'écran. J'étais tellement sur l'écran des spectaculaires qu'on va attendre de tout regarder. Et en voyant Endgame, c'était tout l'inverse. J'ai eu le temps de me poser, de regarder avec émotion, nostalgie, tout ce que les frères Russo ont fait dans ce film et ont apporté au film en termes de référence et nostalgie. Parce que honnêtement, c'est vraiment une référence à tous les anciens films. C'est un peu un hommage aux anciens films qui ont été faits de Marvel Studios et à certains personnages que je vous en parlerai pendant la partie spoil, car pour moi, vous parler de ces personnages là en hommage, c'est du pur spoil. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais vous spoiler et ça, c'est pas le but. Maintenant, on va passer à la partie spoil. Donc maintenant, ce sera la partie 3, la partie où je vais spoiler un peu le film, vous raconter scène par scène ce que j'ai apprécié, ce qui a pour moi marché, ce qui a pas forcément trop marché, et donner une avis générale à la fin. Alors, dans la bande-annonce, c'est montré que Tony est à bord du Milano et il est quand même affaibli. Parce que l'histoire se passe 3 semaines après Infinity War, si je ne me trompe pas. Et au tout début, on voit Tony avec Nebula dans le Milano où il essaie de s'amuser entre eux parce que les deux sont totalement différents. Et à la fin, on voit qu'on a la bande-annonce le fameux message que Tony laisse à Pepper, pensant que c'est la fin. Il pense que c'est son dernier sommeil et là, il voit un truc brillant arriver vers lui. Et ce n'est autre que Carol, alias Captain Marvel, qui vient les sauver. Pour ça, on pourrait dire que c'est du chipotage en mode, bizarrement, elle va dans l'espace, elle tombe sur eux. Il faut savoir que dans Captain Marvel, la scène post-générique, où on voit Carol débarquer chez les Vengeurs avec le beeper, où elle demande où est-ce qu'est Fury, il y avait Rocket avec eux. À mon avis, je pense que Rocket a dû signaler la dernière potion du Milano pour voir si elle n'est pas les survivants, sachant que d'autres gens étaient partis là-bas. Donc à voir si c'est un lien. Moi je pense que oui, je pense que c'est la scène de Captain Marvel, enfin, elle aide vraiment Endgame à comprendre. Moi je pense que c'est pour ça en fait. Ensuite, Carol, Captain Marvel, ramène le Milano au QG des Vengeurs directement, avec dedans un Iron Man affaibli, complètement maigre, il a perdu beaucoup de poids, et Nebula qui est aussi dévastée.
et on ressent encore que Tony a encore de la rancœur des avis du Captain Marvel, non, Captain America, pardon, de ce qui s'était passé dans Civil War. Il leur dit que son plan de protéger, il aurait dû se faire, mais personne ne l'a écouté. Et il en veut à Captain de ne pas avoir été là sur Titan quand ils se sont battus contre Thanos. Et après, le truc où je peux vraiment dire ouais, non, c'est que est-ce que ceux qui étaient sur Terre lui ont dit que sur Wakanda c'était aussi la merde, ça je sais pas. Donc Tony est affaibli, il évoque des Vengeurs, il discute un peu avec eux, et Carol demande où est-ce qu'il est, et Rocket, grâce à Rocket et à Nebula qui lui parle d'un endroit où t'as les Thanos, je sais plus c'est lequel du tout, je peux peut-être m'oublier, qu'il est là-bas et que il a déjà les dernières pierres d'infinité, donc il y a un signal qui leur dit il est là-bas, au jardin, voilà, il va au jardin pour s'exiler quand il a fini sa quête. Carol veut foncer pour tuer Thanos, sauf que comparé à un Superman, je trouve que Captain Marvel est trop puissante pour ce que c'est. Elle est trop professionnelle, on sent qu'elle est trop forte. Mais pour moi, je trouve que ça passe à l'inverse d'un Superman côté DC Universe. J'accroche pas. Pour moi, Superman c'est vraiment le trop arrogant. Et moi, je vais faire tout faire. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Je passe moins, alors que Captain Marvel, je passe un peu plus. Genre, je suis vraiment empathique du personnage comparé à Superman. Donc après tout ce qui est aspect, le personnage est comme ça dans les comics, donc allez, on valide ou on valide pas, mais moi personnellement ça m'a pas trop dérangé ça, parce que de toute façon Carol, on la verra pas beaucoup. Voilà, ceux qui ont vu le film, Carol, vous la verrez pas beaucoup. Donc Carol décide d'aller seule tuer Thanos au jardin, sauf que James Rhodes, War Machine, fait comprendre qu'eux ils travaillent en équipe, donc elle ira pas toute seule. Ce à quoi les Vengeurs se dirigent au jardin, alors que Thanos est en train de recueillir ses fruits, il vit vraiment comme un paysan en mode j'ai réussi ce que j'ai fait, maintenant je me repose. Et là, d'un coup, tu sais pas pourquoi, d'un coup, Captain Marvel défonce le toit de Thanos, le saisit, elle arrive à le maîtriser. Il y a Banner avec le Hulkbuster qui le maîtrise aussi. Tous sont là pour le maîtriser. Et là, d'un coup, d'un seul, genre, je sais pas pourquoi, Thor lui coupe le bras. Voilà, avec le gant. Alors, Thor lui coupe littéralement le bras, genre comme si c'était du pâté. Le bras tombe. Tout le monde se demande où sont les pierres de l'affinité, qu'est-ce qu'il en a fait, et il dit je les ai utilisées pour les détruire. Ce qui était prévu de base dans son histoire, c'est qu'une fois qu'ils avaient utilisé, il a utilisé pour les détruire. Ce à quoi tous les héros sont un peu en mode non mais c'est pas possible, nanana, et Nebula leur dit mon père est tout ce que vous voulez, mais pas un menteur. De la mini-réflexion, et là, d'un coup d'éclair, on a 10 minutes du film, Thor lui coupe littéralement la tête. Tout le monde, donc Thor est décapité, Thanos est décapité dès le début du film. On est à 10 minutes du film, Thanos est mort, il n'existe plus, c'est terminé. Ce à quoi les Vengeurs vont dire à Thor, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, une référence à Infinity War, où Thor s'amuse un peu avec Thanos quand il revient avec Stormbreaker, qui lui plante dans le torse, et qui lui dit, tu aurais dû me couper la tête. Et là, Thor lance un petit, bah quoi, j'ai juste visé la tête. Et là, c'est fini. Donc, on est, comme je disais tout à l'heure, à 10 minutes du film, Thanos est déjà mort. Après ça, donc on se retrouve 5 ans en arrière après ces événements-là, et on voit que les Vengeurs actuels n'arrivent pas à se remettre de ce qui s'est passé il y a 5 ans, et à se remettre de la vie d'aujourd'hui. Le seul qui arrive à s'en remettre, c'est Tony Stark, qui arrive à faire sa vie comme une retraite avec Pepper, et à qui s'est marié du coup, et sa fille. Ce à quoi, et là, pour moi, ce rat est un sauveur. Un rat, dans le van, du van quantique, appuie sur un bouton et libère Scott, Ant-Man, qui va un peu débloquer la situation, mais avant, il va en stand du monde quantique, il ne comprend pas ce qui se passe. Il décide alors d'aller en ville pour comprendre ce qui lui arrive, et il voit sur ce chemin un grand mémorial où il y a tous les noms de quasiment tous les disparus, et il se rue pour voir si sa famille est mort ou pas, et il y voit écrit son nom, parce qu'il vit dans le monde quantique, on sait pas si les morts, donc en gros ils ont écrit son nom. C'est alors qu'il va directement chez lui, et croise sa fille, je crois, qui prend quand même 5 ans dans la gueule, et les retrouvailles, un moment un petit peu émouvant quand même, c'était un peu touchant de voir ça. Et là, il se dirige directement chez les Vengeurs avec le van. Les Vengeurs pensent au début que c'est une vidéo archive, sauf que non, il est bien en bas de chez eux.
Et là, Scott leur explique que dans le monde quantique, il n'y a pas l'effet Thanos, que dans le monde quantique, pour eux, un an c'est une heure, je crois, un truc comme ça, je sais plus, et qu'il a peut-être un moyen de voyager dans le temps grâce au monde quantique pour récupérer les pierres avant Thanos. Black Widow et Steve sont genre hypés en mode ouais c'est super, faut le faire. Ils décident d'aller voir Tony qui est un expert en la matière, enfin entre guillemets, sauf que Tony refuse, et ça c'est tout à fait compréhensible que Tony refuse, car il a sa vie avec Pepper et sa fille, et il veut pas forcément perdre ce qu'il a acquis. Il a réussi à passer outre ce claquement de doigts, donc pour lui sa vie continue. Il les renvoie chez eux gentiment, entre guillemets, et on sent quand même que Tony a moins de rancœur envers Steve, ce qui est tout à fait logique. Si Tony avait encore de la rancœur au vu de Steve, ça aurait pas été totalement compréhensible. Donc il décide d'aller voir Hulk, enfin Bruce qui a fusionné avec Hulk, qui est devenu le professeur Hulk. Alors le personnage en soi, pour moi, il a eu ses scènes dans le film, mais encore une fois, comme dans tous les Vengeurs, il a été un peu effacé au fur et à mesure du film en fait. Il a fait des trucs utiles, mais après, on n'a pas grand chose à voir de lui quoi. Donc franchement Hulk c'est un personnage que j'aime bien, mais la fusion qui a fait les deux, j'ai pas forcément apprécié, mais ça reste dans le film, donc je dis j'accepte, et puis c'est pas grave, il est quand même utile. Donc ils vont voir professeur Hulk qui leur dit qu'il veut les aider mais il connaît pas grand chose, mais qui va essayer. C'est alors que tout le monde se réunit au camp. Ah oui, et aussi Natasha se met en tête de retrouver Hawkeye, qui est devenu Ronin suite à la disparition de sa famille. Ah, juste que j'ai oublié, le film ne s'ouvre pas comme ça, pas avec Tony Stark. Je me rappelais, le film s'ouvre où après le claquement de Thanos, la famille de Clint disparaît devant lui. Voilà. Et c'est de là qu'il est devenu Ronin, un tueur sanguinaire. Dans les comics, il devenait Ronin après Hawkeye, donc ça suivait, c'était un petit peu logique. Donc Natasha se met en tête de retrouver Ronin, enfin Clint, et a réussi à le rapatrier au camp des Vengeurs. Et de là, le professeur Hulk se met à faire des tests avec Scott pour voyager dans le monde quantique. Et après, dans cette séquence-là, il y a plusieurs petites vannes où il revient bébé, où il revient vieux, où il se pisse dessus. Franchement, j'ai bien rigolé sur ce moment-là. Et vint ensuite Tony chez lui, qui, même s'il a refusé, travaille un peu en secret sur ce truc-là et a réussi à trouver le truc qu'il faut. Alors on peut chuter, oui, il l'a trouvé rapidement, mais c'est le film. Donc personnellement, moi je dis, c'est logique que je passe. Tony réussit donc à faire le truc, vogue chez des Vengeurs, mais avant il parle avec Pepper. Il dit à Pepper, j'ai envie de tout jeter à la mer et de faire ma vie normale. Ce que Pepper lui répond, je crois qu'elle avait dit la même phrase dans Iron Man 3, quand il disait ses cauchemars par rapport à Avengers. Elle lui dit, si je jette tout à la mer, est-ce que tu réussiras à dormir? Et là, on passe directement, quand Tony vient en bombe au jet des Vengeurs, et leur dit, j'ai la solution, vous inquiétez pas, je sais comment on va faire, je sais comment procéder, je trouve le truc qu'ils font. De là, tous les Vengeurs se réunissent, tous les Vengeurs discutent, mais avant tout ça, ils vont chercher Thor dans le nouvel Asgard. Et honnêtement, Thor, littéralement, Thor, ils l'ont défoncé, ils l'ont flingué. C'est devenu un bidabillard sur pattes qui joue à Fortnite. Pour les fans de Fortnite, vous serez contents. Qui joue à Fortnite, qui boit de la bière et qui est totalement dépassé. On sent que vraiment son côté du tonnerre est passé à la trappe. Et franchement, les frères Russo ont pris un risque de défoncer la légende du grand dieu Thor. Et franchement, honnêtement, ça passe crème. Dans le ton du film, ça passe super bien. Ça prouve que les Vengeurs qui sont restés au QG, entre guillemets, ont gardé quand même leur vie, alors que Thor est complètement abattu par tout ça. Donc on le sent que dans sa fierté, il a vraiment pris un coup. Mais il décide, après quelques petites vannes, d'aller les aider. Ce à quoi Tony il essaie de rapatrier un peu tous les événements qui sont passés avant, pour voir où étaient les pierres avant Thanos. Donc on va voir des événements de Avengers, dans le premier Avengers à New York contre les Chitauri.
on va avoir un événement dans le Canal de la Galaxie, dans le premier film où la Star-Lord a récupéré la pierre du pouvoir. Ils vont aller sur Vormir avant le sacrifice de Gamora, où Thor a tué Gamora, et vont aller, je sais plus trop où après, ils vont dans le monde, dans Thor 2, enfin dans ce qui est Thor 2, pour récupérer la pierre rouge, la pierre de réalité je crois, et ils vont aller chercher la pierre du temps dans le manoir Strange. Donc là, plusieurs équipes se font. Donc on a Rocket et Thor qui vont se diriger sur Asgard, dans le temps des Thor Dark World. Scott, Tony et Cap se dirigent à New York en 2012 pour récupérer le Tesseract. War Machine et Nebula vont aller récupérer la pierre du pouvoir, tandis que Clint et Natasha vont sur Vormir. De là, ça ce qui prend un gros aspect du film, c'est ce voyage temporel. Ça prend vraiment tout, la grosse partie de ce film là, c'est vraiment ça, voyage temporel. Ça prend à peu près une bonne heure et demie, 2 heures de ce voyage temporel, avec quelques incidents, notamment quand Tony et Cap et Scott n'arrivent pas à récupérer le Tesseract et qui doivent le récupérer, et on a la fameuse petite blague de Tony qui est au début très drôle, mais à la fin qui s'estompe au bout de 2-3 fois. C'est le plus beau cul de l'Amérique. Franchement, ça c'était quand même pas mal. Steve, et il perd le Tesseract, et en gros il décide il perd le Tesseract. Ensuite Steve va dans l'ascenseur pour récupérer il va dans l'ascenseur pour récupérer la valise où il y a le Tesseract, et là c'est clairement une référence à The Winter Soldier, où Cap est dans l'ascenseur avec tout le monde et où il va se battre. Moi qui ai adoré The Winter Soldier, qui est un de mes films préférés, j'étais super content. Je dis ouais, il va encore se rebattre, c'est très bien, sauf que Cap intelligemment connaît déjà cet événement et dit à l'oreille de dirigeant qui a la manette à Hydra. Moi c'est un génie, Cap, ce qui lui donne l'accès au sceptre de Loki. Ce à quoi il s'en va et croise son lui de 2012. Dans lesquels le sceptre, son lui de 2012, je pense que c'est Loki qui s'est déguisé en lui. De là, les deux capitaines vont se battre. Et là, le capitaine de 2012 va lancer une petite phrase genre je peux faire ça toute la journée. Soit quoi répond Cap de maintenant. Je sais, encore une référence à Civil War, où quand Tony et Steve se battent, Steve lui dit je fais ça toute la journée. Donc, il perd le Tesseract à la fin, parce qu'ils ont sommerdé, il perd le Tesseract. Loki, dans le truc, s'évade avec le Tesseract. Et là, Tony et Cap se dirigent en 1970 pour récupérer le Tesseract, où était la première fois le Tesseract. Donc c'est-à-dire que le premier camp de Hydra, dont on ne savait pas que c'était Hydra, est le camp où va naître Steve Rogers, je crois. Ensuite, eux deux vont là-bas, tandis que Thor et Rocket vont sur Asgard. Et encore là, un moment assez touchant, je trouve, c'est que Thor retrouve sa mère, mais que sa mère sait que c'est pas le Thor qu'elle connaît, mais le Thor du futur. Le Thor du futur, ce à quoi est un peu quand même bedonnant de bière comparé aux autres, donc forcément on voit la différence. Et il doit récupérer la pierre qu'a Jane, je crois, sur elle. Donc eux réussissent à récupérer la pierre et à la ramener. War Machine et Nebula réussissent à peu près à récupérer, je dirais ça plus après, mais ils réussissent à récupérer à peu près, et là on passe sur Natasha et Hawkeye qui se rendent sur Vormir pour la pierre de l'âme. Ce à quoi Crâne Rouge, encore un bon personnage référentiel, leur dira une âme pour une âme, et c'est vrai qu'il va y avoir une mini baston entre les deux pour savoir qui doit sacrifier, pourquoi ça. Alors on a d'un côté Hawkeye, oui j'ai tué trop de gens, non, je m'aide ça, et d'un côté tu as Natasha qui dit j'ai pas de famille, j'ai pas d'attache, j'ai fait trop de trucs dans ma vie, je sais plus qui je suis, je dois mourir. Ça fait un petit peu un combat d'ego, qui doit mourir, non je dois pas mourir, c'est moi je mérite plus de mourir, non. Au final, Natasha décède, voilà, elle se jette littéralement, elle meurt. Bon, Natasha, c'est terminé, jusqu'à maintenant, après on la verra plus. Et si vous regardez bien, dans la scène d'Infinity War, quand Gamora est au sol éclaté, elle a Natasha a la même position qu'elle, au sol. Faut voir, mais elle a la même position qu'elle. Donc les deux
se sont battus. Hawkeye ramène la pierre d'âme aux Vengeurs dans leur monde, et Tony et Cap apparaissent en 1970 pour récupérer le Tesseract. Et là, moment hommage un peu à Tony, c'est que Tony va pouvoir parler à son père. Je pense que c'est ce qu'il devait se faire pour avoir un bel hommage. Il va parler à son père, et son père lui dit en gros qu'il aime son fils, il voulait tout faire. Enfin, il va avoir un enfant, qu'il l'aime, il veut tout faire, mais son travail lui prend beaucoup de temps. Et là, Tony comprend que son père, malgré qu'il soit pas là, l'aimait de fou. Et je pense qu'il avait besoin d'entendre ça avant de, vous verrez plus tard, faire ce qu'il a fait. Les deux repartent alors dans leur présent, et tout le monde est là. War Machine rentre, mais Nebula a un problème de liaison avec sa Nebula du passé. Alors on pourrait dire que pourquoi les autres Vengeurs n'ont pas ce problème-là. Moi je pense que vu que Nebula c'est une machine, je dois avoir quelques trucs en commun qui font qu'elle est liée. Et c'est là qu'on apprend que Thanos, la menace Thanos va revenir. Parce que techniquement, depuis que Thanos a été coupé, on ne devait pas parler de lui, il n'existe vraiment plus. La menace Thanos n'a que à ce moment-là du film. Donc on est quasiment pas vers la fin, mais vers la fin du voyage temporel. Donc voilà, donc ils ont récupéré les pierres et et Tony prépare un nouveau gant de l'infini. Et là, une fois que les pierres sont prêtes, tout le monde se bat à peu près pour savoir qui va faire le claquement de doigts, qui peut résister aux pierres. Et seul Hulk se sent de pouvoir le faire. Il met le gant et là, Hulk claque des doigts. Faut savoir Hulk claque des doigts, et là on entend un petit quelques secondes, et là Clint reçoit l'appel de sa femme, et on comprend qu'elle a ramené tout le monde. Et là une petite phrase qui dit à Hawkeye: j'ai essayé de la ramener en pensant à Natasha, sauf que ma théorie c'est que tous ceux qui sont morts du claquement de Thanos vont revenir, tous ceux morts d'une mort naturelle, je pense à Vision, comme Vision ou Natasha, et vu que c'est des morts qui sont pas des faits avec le claquement de doigts, du coup eux ils reviendront pas. Mais leur victoire sera de courte durée quand on sait que Nebula du passé a infiltré les Vengeurs et a fait apparaître le grand saut de Thanos à leur époque et détruit le monde quantique après ça. Et là, on rentre vraiment dans la partie 3 du film, la partie la plus géniale du film, le combat final. Et sans attendre, vraiment sans attendre, Thanos ne réfléchit même pas, il défonce littéralement le QG des Vengeurs. Et oui, une chose aussi, Gamora du passé est là. On a une Gamora du passé, et j'adore ce personnage. J'adore Gamora, donc j'étais content de la voir, malgré ce qui s'est passé dans Infinity War. Donc, il défonce ce que j'ai des Vengeurs, donc les Vengeurs sont un peu ensevelis, Donc c'est que Professeur Hulk, Rocket, War Machine, Hawkeye, dans les débris, tandis que Thor, Captain et Tony se dirigent voir Thanos pour le combattre. Et là, il se passe... Je me dis, ça y est, ils vont enfin se battre, c'est juste génial. Et là, les trois se jettent à l'assaut de Thanos. Et là, on a un combat qui dure pas très longtemps, mais qui est super bien chorégraphié. On voit Thor, Tony et Cap s'entraider pour se battre, sauf que Thanos, étant donné plus fort, il défonce les trois et prend la propre Stormbreaker de Thor et la met sur son torse, comme pour un Infinity War, sauf qu'à l'inverse c'était Thor qui a mis dans le torse. Et là, la scène qui m'avait j'aime pas un frisson, mais j'ai dit putain, ça y est, yes. Cap qui soulève Mjolnir. Oui, parce que je l'ai oublié de le dire, je suis désolé. Mais Thor, dans son passé, récupère Mjolnir. Et là, on voit Thor avec le bouclier et Mjolnir. Certains diront que pourquoi il porte le bouclier. Je dans la salle où j'étais, beaucoup de gens disaient mais pourquoi il peut le porter lui, normalement c'est que Thor. Dans Thor 3, on expliquait que Mjolnir est le catalyseur de Thor, parce qu'il est trop puissant. Et dans Thor 1, on nous dit aussi que c'est que sur le marteau, seul quelqu'un de digne peut bénéficier du pouvoir de Thor. Et apparemment, Steve est pur et en est digne. De toute façon, on avait déjà vu un peu cet effet-là dans l'ère d'Ultron, quand tout le monde s'est un peu se fait le bouclier un peu en fin de soirée, et que seul Cap arrive à faire bouger de quelques millimètres. Je pense donc déjà de base qu'il était déjà pur pour moi, Steve, de pouvoir le porter ce bouclier. Bref, là dans la salle, tout le monde a crié, moi aussi. Et là, Thanos
se fait défoncer pendant 2-3 minutes par Captain avec son bouclier et le marteau. Il fait des mouvements super avec les éclairs, c'est super bien fait. J'adore cette scène là. Sauf que Thanos reprend vite le dessus. Et là, on voit que Thanos en a marre. Il en peut plus. Il fait c'est bon, on va me tous saouler. C'est là d'envoyer toute son armée. Voilà. Donc toute l'armée de Thanos, donc tout ce qui est Shitori dans Avengers, tout ça arrive sur Terre. Et là, on a un plan magnifique où on voit Captain avec le bouclier à moitié détruit refaire sa lanière et on le voit en bas tout seul et toute l'armée en haut de Thanos. Et on se dit ça y est, Cap c'est terminé, Tony, Thor sont KO, les autres ils ont du mal à s'en sortir parce que dans les débris, ça y est, Cap il va se faire soulever. Et là, au moment où il va se battre, Cap entend dans son oreiller, Cap t'es là sur ta gauche. Et là où j'ai fait un bond de joie, on voit tous les anciens héros disparus de Thanos qui arrivent, et on voit tous les héros, Black Panther, le Stade l'hiver, le Faucon, Mantis, Drax, Star-Lord, Groot, Spider-Man, Doctor Strange, tous sont là avec chacun leur armée, T'Challa avec le de Wakanda, Doctor Strange avec les apprentis pour les arts mystiques, et le plan iconique, on voit tout le monde, même la sorcière rouge qui a disparu, on voit tout le monde, une grosse scène super. Et là, le frisson que j'ai eu, c'est quand Cap dit Avengers, rassemblement. Rien quand j'en parle, j'ai encore des frissons. J'étais super hypé par ça, je fais putain, ça y est, la phase est prononcée, ça va partir en couille. Et là, grosse baston entre les forces de Thanos et les Vengeurs. Et la bataille finale fait un peu penser à ceux qui ont vu Ready Player One, la bataille finale, où Parzival a réussi à réunir tout le monde pour se battre contre le méchant, je sais plus comment il s'appelle. Gros combat, tout le monde se tape, et on voit Rescue, l'armure de Tony, l'armure que Tony a faite pour Pepper. Donc Pepper est de la bataille, et j'ai trouvé ça génial, parce que franchement, on l'a déjà teasé un petit peu qu'elle allait avoir l'armure, mais là, on sent qu'elle a vraiment l'armure, et qu'elle est prête à se battre. Donc, tout se passe bien, Fils défonce tout le monde, et là, réapparaît, parce que depuis le début, on l'avait pas vu, elle avait dit qu'elle partait et qu'on ne la reverrait plus, c'est Captain Marvel. Alors, on peut chipoter du style comment elle a su que ça se tapait sur Terre, je sais pas trop, mais moi je sais pas trop. Elle arrive, on l'avait plus depuis tout le film, elle arrive, elle défonce les autres Thanos et va se battre. Et ça donne un combat épique. Elle explose tout et elle va se battre front contre front avec Thanos. Et Thanos, on sent que Thanos n'est pas de tête, n'est pas de taille face à Carol, parce que entre temps dans le combat, leur but c'était de jeter le gant dans le monde quantique. Et là, quand on voit que Spider-Man se fait ensevelir par tous les ennemis que les uns aident, on nous tease ce qui peut être la A-Force, la force des Vengeurs féminine, où on a en point iconique Gamora qui a rejoint le camp des Vengeurs, parce qu'apparemment depuis longtemps elle le voulait. Alors, elle voulait tuer Thanos, donc on retrouve Mantis, Captain Marvel, Rescue, Pepper Potts, Gamora, on retrouve la sorcière rouge et Captain Marvel en train de défendre Peter Parker. Et je trouvais vraiment ça génial de mettre autant en avant les femmes dans cette scène, parce que franchement, les femmes dans les films de Marvel sont en général secondaires, accompagnées par un personnage, par un homme. Là, même si c'est pas trop le cas, on sentait que il y avait leur scène référence à elle, et tout ça, je trouvais ça super. Malheureusement, Thanos réussit à défoncer le monde quantique, à le détruire avant que le gant soit envoyé dans le monde quantique, et là, plus personne ne peut le défendre, et il réussit à mettre le gant. Au moment où il va claquer des doigts, Carol réussit à le retenir, sauf que Thanos, intelligent et sait qu'il ne peut pas la battre, prend la pierre du pouvoir dans sa main et lui met une grosse branlée, il lui met une patate et il la fout KO. Le seul Avengers restant en face de Thanos, c'est Tony, le plus près de Tony. Et avant, Tony dit à Doctor Strange, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on gagne? Et Strange lui a dit, si je te le dis, ça n'arrivera pas. Et là, quand on voit que Tony fait un signe à Doctor Strange et que Strange lui fait le signe de 1, genre c'est cette chance-là qu'on a de gagner, Tony se jette sur le gant, Thanos le repousse facilement, et là, claque des doigts, sauf qu'il se passe rien. Et là, encore un hommage à Tony Stark pour tout ce qu'il a fait depuis 2008, il a réussi à créer un truc grâce au film qui a fait sa réussite.
il a tous les pierres sur son gant, son gantelet, et il fait « Et moi, je suis Iron Man ». Gros frisson, je dans son là. Et là, il claque des doigts. Il claque des doigts, et là, toutes les forces de Thanos disparaissent. Thanos est détruit, il part en poussière. Lui, son armée tourne part en poussière. Sauf que les pierres tournent pour Tony. Tony, malheureusement, s'assoit par terre. Et on sent que c'est la fin. Et Tony, malheureusement pour moi et pour beaucoup de gens, Tony meurt. Ce qui affecte beaucoup les gens, ce qui est normal. Tony, c'est quelque chose que j'adorais. Tony est mort. Et j'ai pleuré. Je ne sais pas que dans la salle, j'ai pleuré. J'étais pas bien. Comme pour la mort de Logan dans son film Logan. J'ai pleuré. J'étais pas bien. Donc, suite à ça, les Vengeurs gagnent quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr que les Vengeurs gagnent. Et là, on passe du tout au tout à la scène d'enterrement de Tony Stark, où le cadeau sur les fleurs est le cadeau fait par Pepper pour le premier Iron Man, écrit « Preuve que Tony a un cœur ». Tout le monde est à la cérémonie, donc tous les Vengeurs, tous ceux qui sont là, et Gamora s'en va. Vu qu'elle connaît pas Peter et les autres, elle parle de son côté. Avec la petite blague marrante avec Nebula en disant, c'est quand Peter Quill retrouve Gamora, il se jette sur elle parce que c'est sa Gamora. Et la Gamora lui brise les boules, et Nebula, c'est lui que j'ai choisi. Elle lui sort, c'était soit lui soit un arbre. J'ai bien rigolé cette scène là, j'ai trop bien rigolé. Et de là, elle s'en va, donc on ne voit pas la scène de l'enterrement. Et après l'enterrement, tout ça qui se passe, Cap décide de remettre les pierres dans leur temps. Parce que oui, j'ai oublié de le dire avant, je me rappelais que pendant le voyage dans le temps, la meuf qui parle avec Hulk pour les pierres lui dit que si on ne remet pas les pierres en place dans leur époque, il va y avoir plein de liens qui vont plein de mondes parallèles qui vont se créer. C'est ça que Tony part en monde quantique pour en remettre les pierres à sa place. Il devrait partir 5 secondes, sauf qu'il ne revient pas en 5 secondes, un petit peu plus tard. Hulk, Bucky et Sam s'inquiètent, mais où est Steve, nana? Et là, Bucky voit un homme assis sur le banc en face de la mer et dit à Sam, vas-y. Et en fait, c'était Steve, Captain, avec 40 ans en plus, vieux, et qui donne en hommage son bouclier à Sam, qui deviendra le nouveau Captain America, car dans les comics, Sam Wilson devient le nouveau Captain America. Et on voit que Steve a décidé de faire sa vie avec Peggy, et quand il serre la main de Sam, on voit qu'elle a une bague de fiançailles, donc on sait qu'il est resté pour elle, et qu'il s'est marié avec elle, qu'il a vécu sa vie, en fait, qu'il était heureux. Donc pour Steve, c'est aussi un bel hommage pour ce personnage-là, qui conclut, lui, son histoire par ça, par son rêve, sa volonté, et le fait qu'il a épousé Peggy, ce qu'il voulait. Donc j'ai été très content pour lui, c'est une peut-être qui m'a largement touché aussi. Et là, on part sur Asgard, la nouvelle Asgard, avec Valkyrie, où Thor lui dit à Valkyrie, tu prends les rênes d'Asgard, tu es plus digne que moi. Et Thor s'en va avec ce qui reste des Gardiens de la Galaxie, donc Groot, Rocket, Mantis, Drax et Star-Lord. Ce qui nous utilise un peu les Gardiens volume 3, c'est-à-dire avec Thor à l'intérieur. Donc je pense qu'il n'y aura pas de Thor 4, mais un petit volume 3 avec la Galaxie, là c'est sûr, qui va nous raconter comment ils vont retrouver Gamora. Parce que oui, pour moi, ils vont retrouver Gamora. De là, tout ça. Donc tout ça se passe. Et là, en conclusion de ce film génialissime, on voit en 1900 et quelques 50 je crois, dans une maison, avec la musique qu'écoutait Steve dans Winter Soldier quand il était chez lui, la musique, Steve et Peggy dansaient et s'embrassaient, et le film s'est conclu là-dessus. Après avoir dit tout ça, je pense que ce film-là, malgré quelques défauts, réussit à merveille, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre, réussi à conclure 22 films d'histoires importantes du MCU qui sont Tony et Cap, qui pour moi qui pour moi à mes yeux ne peut pas avoir meilleure fin que celle qu'ils ont eue dans Endgame. Ils sont juste magnifiques, chacun a sa fin épique,
dans le sens pas épique, dans le sens image, dans le sens vie, émotion. Pour moi, c'est un très bel hommage à Tony, au personnage d'Iron Man. Donc pour moi, ce film a parfaitement réglé cette histoire-là, malgré quelques petits défauts, mais c'est juste génialissime. C'est THE film pour moi de cette année, c'est vraiment le film de 2019 pour moi à mes yeux. Et pas besoin de scène post-générique, parce que oui, il n'y a pas de scène, c'est le premier Marvel où il n'y a pas de scène post-générique, car pour moi, dans le film, on nous tease assez ce qui peut arriver après Endgame. En tout cas, si je dois vous donner un avis là-dessus, maintenant pour résumer, je dirais foncez voir ce film, c'est une tuerie, c'est un vrai chef-d'œuvre, vous allez kiffer, que ce soit pour les fans, mais franchement pour ceux qui veulent s'initier pour voir Endgame, il faut vraiment les voir tous avant pour comprendre toutes les références, toutes les allusions et tout l'enjeu qu'est Thanos et plein d'infinité. Du coup ce film là m'a donné envie, après une semaine, je l'ai pas revu, déjà de le revoir, c'est sûr, m'a donné envie de me faire un marathon Marvel, un soir, un film en retraçant à la lettre tous les films du MCU qui se suivent. J'ai hâte de voir comment Kevin Feige et Matthew vont gérer les prochains films Marvel. J'ai hâte de Far From Home qui sort le 7 juillet, qui clôture la phase 3 du MCU, parce que malgré que Endgame pour moi s'en charge à 70% de clôture la phase 2, c'est Far From Home qui clôturera la phase 3 de Marvel, donc j'attends ce film avec impatience. Genre le reste, pour vraiment terminer, ce film est une grande réussite pour moi, un chef-d'œuvre monumental en émotion, en image. Je vous conseille vraiment d'aller le voir ou de découvrir ou de redécouvrir le MCU qui est pour moi juste génial. Sur ce, je vous laisse faire votre propre avis dessus. Dites-moi si vous avez aimé. Si j'ai oublié quelques trucs, je suis désolé parce que le film, ça fait une semaine qu'il est sorti et j'ai quelques lacunes, je l'ai pas revu, donc je sais plus trop ce qui se passe. Dans la chronologie, tout est bon. Si j'ai oublié quelques trucs, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir, ce qui est tout à fait normal. Sur ce, je vous laisse. Ciao.